Salut, bienvenue à cet autre numéro AMDC Lab Ministre of Learning. Aujourd'hui, on veut poser la fondation de l'inférence statistique. On veut parler des B à bas de l'inférence statistique. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, nous vous demandons de le faire. Et si cette vidéo vous fait du bien également, prenez le soin de la partager avec vos proches, vos collègues ou toute autre personne qui pourrait trouver cette vidéo utile. En faisant cela, vous nous encouragez à produire encore de contenu. Si vous avez des idées, de vidéos, des choses que vous aimeriez apprendre sur les méthodologies de recherche ou les statistiques, les analyses statistiques, veuillez laisser ces idées en commentaire et nous allons prendre le soin de produire des vidéos pour aborder ces sujets. Aujourd'hui, nous voulons parler des B à bas de l'inférence statistique. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, nous allons essayer de définir la statistique. C'est quoi la statistique? Plusieurs auteurs vous donneront peut-être des définitions différentes. Mais nous ici, on veut tout simplement dire que la statistique, c'est la science des données. C'est la science des données tout court. Après, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans les statistiques, vous allez voir qu'il y a différents courants en statistique, n'est-ce pas? Il y a différentes branches des statistiques, etc. Mais nous disons simplement que la statistique, c'est la science des données. On peut aussi définir comme une méthodologie, n'est-ce pas, de collecte, de description, de compréhension et d'apprentissage à partir des données. Donc, généralement, vous allez voir qu'en statistique, on a des variables, n'est-ce pas? Et nous avons des variables souvent dites des, des variables dépendantes. Ce sont des variables qu'on veut, qui caractérisent souvent des choses, ça peut être des performances, des objets, etc. Nous avons d'autres types de variables qu'on appelle des variables des variables indépendantes ou des prédicteurs, etc., n'est-ce pas? Ce sont des variables qu'on utilise souvent pour comprendre une réponse ou une autre variable, dit variable dépendante. Donc, nous donnerons cette définition. C'est la science des données ou une méthodologie de collecte, de description, de compréhension et d'apprentissage à partir des données. Donc, la question qu'on peut se poser à la suite de ça, c'est que faisons-nous avec les données? Que faisons-nous avec les données statistiques? On a dit c'est la science des données. Nous avons les données. Qu'est-ce qu'on fait en statistique? Si vous êtes dans votre recherche, vous voulez publier un article, n'est-ce pas? Ou vous voulez mener de la recherche pour un article, pour votre thèse, pour votre mémoire. Vous allez collecter des données. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les données? Donc, que faisons-nous avec les données? Donc, généralement, il y a trois objectifs majeurs lors de l'utilisation des données. En statistique, il y a trois objectifs majeurs. Donc vous pouvez déjà essayer de deviner en fait quels sont ces trois objectifs. En premier, nous avons un objectif, souvent on veut décrire. On veut faire des analyses descriptives, n'est-ce pas? La description, on veut décrire. Et souvent on veut faire de l'inférence. Donc en d'autres termes, on veut comprendre l'importance, par exemple, des prédicteurs en rapport avec des variables dites dépendantes, n'est-ce pas? Et à l'issue de ça également, on veut souvent, donc on veut voir en fait comprendre, comment est-ce que les producteurs sont peut-être importants pour expliquer une autre variable. Donc ça, c'est en quelques mots l'inférence, n'est-ce pas? Et en troisième lieu, on veut aussi souvent prédire. Donc voici les trois objectifs majeurs. Je dis majeurs ici, vous pouvez rencontrer d'autres objectifs également qu'on peut faire avec des données, mais euh, voilà, euh, trois outils majeurs sont la description, l'inférence et la prédiction. La prédiction, en fait, souvent, on utilise la relation qu'il existe, par exemple, entre des variables dites, indépendantes et des variables dépendantes. On veut estimer, on veut avoir une estimation des nouvelles valeurs, de cette variable dépendante-là. Donc, on veut prédire. Donc le but de la prédiction ici, souvent les chercheurs veulent voir, n'est-ce pas, ou veulent utiliser des, des variables, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que ces variables peuvent prédire une autre variable. Donc, généralement, on construit un modèle. Ça peut être un modèle de régression linéaire, un modèle logistique, et après, on va examiner, en fait, est-ce que c'est un bon modèle, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous et souvenez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une citation célèbre de George Box qui dit, en fait, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on construit un modèle, que ce modèle linéaire, de régression linéaire ou un modèle de régression logistique, par exemple, on va après examiner pour voir est-ce que c'est un bon modèle.
n'est-ce pas? Et pour examiner si c'est un bon modèle, on utilise les probabilités, les statistiques. Voilà, ils vont nous aider à obtenir des valeurs pour voir est-ce que l'erreur de prédiction est acceptable, etc., n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est un peu l'idée de prédiction qu'elle a. Donc, voici trois objectifs majeurs qu'on fait avec les données. Voilà, donc on ne va pas rentrer tout dans la description. La description ici, c'est généralement, par exemple, si vous avez des données sur voilà, le recensement général de la population en Côte d'Ivoire de 2010. Voilà, on peut prendre toutes les données, on a recensé toute la population ivoirienne, n'est-ce pas? On veut voir en fait en moyenne quel est le salaire d'un Ivoirien, voilà, âgé de peut-être de 35 ans, 60 ans. On veut voir, voilà, quels sont les produits vivriers les plus consommés par les Ivoiriens. Donc ça, c'est la description en fait, c'est-à-dire on fait comme un census, voilà, un census, c'est-à-dire on prend assez de données sur une population et puis on essaie de comprendre un peu quelles sont les préférences, voilà, concernant cette population. Et l'inférence, comme il a dit, c'est de voir l'importance de certains prédicteurs et tout. Donc ici, on veut se focaliser sur, voilà, l'inférence. Voilà, le but de cette vidéo, sinon le titre de cette vidéo, c'est le b.a.-ba de l'inférence statistique. Voilà, nous pourrons, à la demande, voilà, faire d'autres vidéos pour un peu aller en profondeur sur la description et sur la prédiction. Donc, voilà, une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble, voilà, c'est que généralement en statistique ou quand on collecte des données, n'est-ce pas, on a une population. La population ici, ça peut être, par exemple, si vous faites une étude sur peut-être les habitants du nord de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ça sera vos populations, c'est-à-dire tous les individus qui habitent au nord, c'est-à-dire c'est cette population, c'est l'ensemble en fait, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Voilà, vous faites cette étude. Mais vous allez voir que souvent c'est difficile d'obtenir des données sur tous voilà, tous les individus qui appartiennent à la population. Dans ce cas, parce que si on arrive à obtenir si on arrive à obtenir des données sur tout le monde, en fait, on est en train c'est un census, en fait, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas besoin de faire d'autres thèmes, voilà, de l'inférence. On peut juste décrire parce que peut-être on a les données sur tout le monde. Mais en général, on n'a pas peut-être les ressources nécessaires, que ce soit le temps ou même les ressources financières, humaines, etc., pour collecter les données sur chaque membre de la population. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de passer à qu'est-ce qu'on fait, et lorsqu'on a une population, en fait, on peut avoir des valeurs de cette population. Quelle est la taille moyenne de la population du nord de la Côte d'Ivoire, par exemple? On appelle ces éléments, cette moyenne-là, on va appeler, c'est un paramètre, en fait, parce que, parce que cela vient de la population. OK, donc, comme je disais, on a une population, on ne peut pas collecter les données sur toute la population. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un échantillonnage. On va faire un échantillonnage, voilà. On va se dire, bon, peut-être la population en elle-même est, voilà, 13 millions d'habitants, mais on ne peut pas collecter les données sur 13 millions d'habitants. Pour notre thèse, par exemple, cela va nécessiter, voilà, beaucoup de moyens qu'on n'a pas. Donc, on va faire un échantillonnage. Mais comment est-ce qu'on fait cet échantillonnage, n'est-ce pas? On veut que l'échantillonnage soit représentatif de la population. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on veut voir un peu l'opinion publique, ce qui concerne voilà, une décision politique qui a été prise par le gouvernement, par exemple, et qu'on a un échantillon qui n'est pas aléatoire, on va voir que certaines personnes peuvent dire, bon, ils sont en faveur de cette politique, n'est-ce pas? Mais c'est juste parce qu'on a eu un groupe de population qui peut-être est affilié voilà, au gouvernement en place, par exemple. Alors, donc, c'est important d'avoir un échantillon qui est représentatif de la population. Et donc, pour avoir un tel échantillon, en fait, il faut que chaque membre, chaque individu de la population ait la même chance d'être sélectionné de façon aléatoire. Voilà, donc, on pourra rentrer dans les détails pour ceux qui veulent, voilà, comprendre davantage. Pour ceux peut-être qui n'ont jamais même pris une classe de statistique, une introduction à la statistique, voilà, à la demande, nous pourrons, pourquoi pas, vous offrir, voilà, ces connaissances-là. Voilà, donc, quand on a l'échantillon, par exemple, comme il dit, avec la population, on a une moyenne. Et cette moyenne, c'est un paramètre parce que ça vient de la population. Mais lorsqu'on aura notre échantillon, on peut également calculer la moyenne de cet échantillon-là. Et cette moyenne-là, ça sera une statistique, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle. C'est comme ça qu'on va appeler, en fait. Voilà. Donc, retenez simplement que on a une population, mais on ne peut pas collecter les données sur tous les individus de la population, alors on fait un échantillonnage. On veut collecter un échantillon
qui est issu de la population et cet échantillon doit être représentatif. Ça veut dire que, par exemple, si dans la population, il y a peut-être 15% de femmes, 85% d'hommes, l'échantillon doit être à peu près également 15% de femmes, 85% d'hommes. Ça doit être représentatif. Si, par exemple, il y a peut-être des personnes qui ont au moins le diplôme du bac, peut-être 50% des personnes ont au moins le bac, dans l'échantillon également, 50% des personnes doivent aussi avoir le bac. Donc, ça doit être une représentation. C'est comme, voilà, c'est comme l'échantillon doit ressembler à la population. Comme un père peut-être qui ressemble, un fils qui ressemble à son père ou bien un fils qui ressemble à sa mère, par exemple. On voit qu'il y a la ressemblance. C'est juste que l'enfant est petit, en fait. Mais on peut voir la ressemblance avec le parent, par exemple. Donc, ça doit être se ressembler, en fait. Donc, la population, c'est le parent. L'échantillon, c'est l'enfant, en fait. Il doit y avoir assez de ressemblance. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on dit que ça doit être représentatif de la population. L'échantillon doit être représentatif de la population. Et donc, maintenant qu'on a l'échantillon, le but, en fait, c'est de faire des conclusions concernant la population. Mais on n'a pas, comme j'ai dit, on n'a pas assez de ressources pour collecter l'information sur chaque membre de la population. On prend un échantillon, mais le but, en fait, c'est de conclure. Par exemple, en fonction des résultats qu'on va trouver pour l'échantillon, on pourra extrapoler ça, si vous voulez. Voilà, pour un manque d'un mot approprié, je dis extrapoler. On pourra extrapoler, en fait, la conclusion de l'échantillon sur pour être la conclusion de la population. Donc, c'est là, en fait, l'inférence statistique. Voilà, donc, en d'autres termes, quand on dit on veut faire la statistique inférentielle, on veut travailler avec des échantillons, en fait. Mais le but, en fait, c'est de faire des conclusions qui vont concerner, en fait, la population. On n'est pas intéressé par l'échantillon parce que vous allez voir que si on a une population de 13 millions, on veut faire un échantillon de 500, on peut faire beaucoup d'échantillons de 500, en fait, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'échantillons. Donc, on n'est pas intéressé, en fait, par l'échantillon, pas un échantillon, on est intéressé par la population. Mais en fonction de l'échantillon, on pourra voilà, utiliser les statistiques, n'est-ce pas, pour arriver pour aboutir à des conclusions qui vont voilà, être généralisées sur la population. C'est ça l'inférence statistique. Donc, c'est là une vue d'ensemble. Voilà, donc pour ceux qui voilà, prennent note, voilà, ce diagramme peut-être, vous pouvez prendre ce diagramme quelque part, ça va beaucoup vous être utile. Voilà, lorsque vous allez regarder, vous pouvez vous rappeler en fait qu'on a une population, on fait un échantillonnage pour avoir un échantillon et l'échantillon doit être représenté de la population parce qu'on veut on veut généraliser les conclusions de l'échantillon sur la population et c'est en d'autres termes, on est en train de faire l'inférence statistique. OK. Donc, on a vu déjà de façon globale, voilà, ce que c'est que l'inférence statistique. Donc, quelles sont les méthodes d'inférence statistique? Voilà, ce sont les méthodes que vous connaissez, mais peut-être que voilà, peut-être vous avez peut-être utilisé sans vraiment connaître, voilà, que voilà, ces méthodes-là sont des méthodes d'inférence statistique. Donc, il y a deux principales méthodes d'inférence statistique. Voilà, il y a l'intervalle de confiance, voilà, qui est une méthode d'inférence statistique. Il y a le test d'hypothèse. Voilà, donc ce sont des choses que vous utilisez sans doute, voilà, mais vous ne saviez peut-être pas que, voilà, on est en train de faire l'inférence statistique en utilisant ces méthodes-là. Donc, l'intervalle de confiance et le test d'hypothèse. Nous allons rentrer un peu en détail avec chacune de ces méthodes. Donc, l'intervalle de confiance. Alors, le but ici de l'intervalle de confiance, c'est d'obtenir un ensemble de valeurs dont nous sommes sûrs qu'elles capturent le paramètre d'intérêt. N'est-ce pas? Il y a dit le paramètre, c'est rattaché à la population. Donc, si on veut voir, par exemple, l'âge moyen des habitants, bon, je vais prendre notre exemple. Si on veut voir, par exemple, on veut étudier l'intention entrepreneuriale, voilà, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, on veut voir, en fait, quelle est la proportion des jeunes qui vraiment sont passionnés par l'entrepreneuriat. Donc, le paramètre ici sera la proportion, n'est-ce pas? Donc, ici, ce sera notre paramètre d'intérêt. Donc, on veut obtenir, si on veut voir l'intervalle de confiance, on veut voir un intervalle de confiance, on veut obtenir un ensemble de valeurs dont nous sommes sûrs qu'elles capturent, en fait, le paramètre d'intérêt. Voilà. Donc, par exemple, si c'était la proportion des jeunes qui sont vraiment passionnés par l'entrepreneuriat, on aurait un intervalle. Par exemple, on peut dire entre 20 et 30% d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens sont vraiment passionnés par l'entrepreneuriat. Donc, on veut obtenir un ensemble de valeurs dont nous sommes sûrs qu'elles capturent le paramètre d'intérêt. Parce que ça ne sert à rien de dire, bon, la proportion, si vous dites par exemple la proportion des jeunes Ivoiriens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat est entre 0 et 1, vous n'avez rien dit en fait. Parce qu'une proportion, c'est forcément 0 et 1. N'est-ce pas? Donc, on veut obtenir un intervalle dont on est sûr, à un certain degré, en fait,
que cet intervalle-là contient en fait le paramètre d'intérêt. Voilà, donc c'est le but de l'intervalle de confiance ici. Donc, on va utiliser pour ce faire la distribution d'une statistique, voilà, c'est-à-dire la distribution d'échantillonnage pour déterminer les limites. Donc, comment est-ce qu'on arrive à déterminer les limites? Voilà, c'est d'utiliser vraiment la distribution. C'est-à-dire, comme il a dit, on a un seul échantillon, on n'a pas plusieurs échantillons, mais on va utiliser des méthodes statistiques, n'est-ce pas, une distribution statistique pour obtenir en fait les limites de cet intervalle-là. Donc, voilà, c'était, comme il dit, ce sont les B à bas. Voilà, il y a des équations également voilà, qui sont utilisés voilà, pour obtenir ces intervalles et tout. Pour ceux qui veulent apprendre en profondeur, voilà, comme il a dit, laissez voilà, nous des commentaires et nous pourrons faire des vidéos pour aller encore plus en détail. Voilà, donc, on revient sur le test d'hypothèse. Donc, le but du test d'hypothèse, c'est de tester en fait si les déclarations sur les paramètres ou les distributions sont jugées déraisonnables par les données. Voilà, supposons qu'on veut faire une étude, n'est-ce pas? Et on dit que la proportion des jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre est de 60%, n'est-ce pas? Donc, en faisant le test d'hypothèse, on veut tester en fait si cette affirmation, cette déclaration-là, voilà, est jugée déraisonnable par les données. Donc, pour cela, on a deux hypothèses. On a l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Voilà, et en faisant le test d'hypothèse, l'hypothèse nulle est supposée en fait. On suppose que la proportion des jeunes Ivoiriens qui sont passés par l'entrepreneuriat est de 80%, comme j'avais dit pour l'hypothèse nulle. Donc, on suppose que c'est avéré en fait. Voilà, donc on utilise maintenant la valeur P. Voilà, la fameuse valeur P dont tout le monde, voilà, on sait que quand c'est inférieur à 0,05, voilà, on rejette l'hypothèse nulle, etc., n'est-ce pas? Donc, c'est le test d'hypothèse, en fait. Voilà, donc on utilise la valeur P pour juger du caractère raisonnable des données observées sous l'hypothèse nulle. Donc, on va calculer, c'est un truc, on va trouver une valeur P. Et avec la valeur P, on va voir est-ce que c'est raisonnable en fait avec la valeur P qu'on obtient, est-ce que c'est raisonnable de dire que la proportion des jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre, qui sont passionnés par l'entrepreneuriat est de 80%, est-ce que c'est raisonnable? Voilà, donc en général, voilà, vous devez savoir que voilà, une valeur P qui est très faible signifie que les données que nous avons vues, voilà, ou les données que nous avons sont probablement assez improbables. Voilà, ne sont pas probables sur la base de cette hypothèse nulle. Donc, cela nous prouve que l'hypothèse nulle pourrait être fausse. Donc, si on a une valeur P qui est très petite, voilà, généralement, ça sera, on utilise 0,05. On va dire, bon, voilà, cette valeur P est faible. Voilà, donc ça veut dire que les données que nous avons sont probablement assez improbables sur la base de cette hypothèse nulle. En d'autres termes, voilà, l'hypothèse nulle peut être fausse. Donc, on dit on rejette l'hypothèse nulle. Donc, ça, c'est là le test d'hypothèse. Donc, ce sont les deux méthodes, voilà, d'inférence. Alors, donc, pour récapituler, donc, nous avons dit que une inférence statistique, c'est une méthode de prise de décision concernant les paramètres d'une population basée sur un échantillonnage aléatoire. Voilà, donc comme l'échantillonnage aléatoire représentatif de la population. Donc, c'est un peu là l'inférence statistique et on a deux principales méthodes d'inférence statistique. On a l'intervalle de confiance, ça nous permet d'obtenir un ensemble de valeurs dont nous sommes sûrs qu'elles capturent le paramètre d'intérêt. On a le test d'hypothèse. Donc, on suppose que les valeurs de la population soient connues et on veut voir si les données réfutent cette hypothèse. Voilà, donc c'était là les b.a.-ba voilà, de l'inférence statistique. Et nous, c'est AMDC Lab. Voilà, et notre mission, c'est de transformer des vies au travers des recherches de pointe. Voilà, si cette vidéo vous a plu, voilà, si vous avez beaucoup appris dans cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à la partager, voilà, à vos collègues, n'est-ce pas, des personnes qui aussi pourront bénéficier de cette vidéo. Voilà, nous sommes joignables via email à consulting@amdclab.org, également via WhatsApp au plus 225 07 67 25 23 15. Voilà, si vous avez besoin d'aide avec vos analyses statistiques, si vous avez besoin d'aide avec vos méthodes, vos méthodologies de recherche, voilà, nous sommes, voilà, votre équipe, voilà, qui pourra vous aider à vraiment à avoir des réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc à très bientôt pour notre numéro de AMDC Lab Minutes of Learning.